j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un épisode assez sérieux où on est plusieurs à prendre la parole. On va parler des préjugés, des réflexions qui sont souvent rétorquées aux personnes en situation de handicap, lorsque le handicap ne se voit pas. Je sais que j'ai déjà parlé du handicap dans d'autres épisodes, donc si c'est un sujet qui vous touche particulièrement, n'hésitez pas à aller les écouter. Les épisodes sont toujours disponibles. J'avais envie de revenir sur le sujet du handicap, car c'est un sujet important pour moi, de par mes pathologies, la mucoviscidose et le syndrome des jambes sans repos. Et si je souhaitais en parler, c'est surtout parce que je ne cesse de voir des témoignages sur Internet de personnes en situation de handicap qui se prennent des réflexions de la part d'inconnus, de la part de leurs proches, qui ne les comprennent pas toujours. Et c'est quelque chose qui m'agace vraiment. C'est en voyant tous les messages sur les réseaux que j'ai choisi d'en parler. Je suis partie à la recherche de toutes ces personnes qui, comme moi, en ont marre des préjugés et des remarques déplacées par rapport à leur handicap. Et dans cet épisode, vous aurez dans un premier temps mon témoignage, puis celui de toutes ces personnes qui ont bien voulu témoigner. Je les en remercie encore. Ça demande beaucoup de courage et j'aimerais qu'on les remercie aussi pour ça. Je continue de croire qu'en parler et le partager, ça peut nous aider les uns les autres. Ça permet de se sentir compris, là où ce n'est peut-être pas le cas dans la vie de tous les jours. Et puis se sentir entendu, ça fait du bien. Je sais qu'on est beaucoup à vivre les mêmes choses, à ne pas oser en parler, car on ne se sent pas toujours légitime. On a parfois honte de tout ce qui nous arrive, du jugement des autres, qu'on ne maîtrise pas et qui ne dépend pas que de nous. C'est extrêmement difficile à vivre, à passer au-dessus, parce que ça nous blesse. Ça fait mal à l'ego. On se sent différent. Mais si vous avez une chose à retenir de cet épisode, c'est que vous n'êtes pas seul. On est beaucoup plus nombreux qu'il n'y paraît à vivre et à ressentir l'injustice. On est nombreux à se taire lorsque quelqu'un nous fait une remarque déplacée, parce que c'est parfois trop dur à encaisser, parce qu'on n'a pas toujours la force de rétorquer, et puis parce qu'on peut avoir peur de la potentielle réaction de la personne en face, de nous, si on lui répond. Il n'y a aucune honte à ça. Je trouve qu'on est déjà suffisamment fort pour encaisser et vivre avec un handicap, plusieurs handicaps au quotidien. C'est ok si parfois on manque de répondants, c'est ok si on préfère se taire. C'est ok si ça ne nous atteint pas. On est tous différents. Nos réactions dépendent de l'interlocuteur, de notre situation actuelle, si on se sent bien ou non, mentalement, physiquement. Donc forcément, on s'adapte à chaque fois. Il ne faut pas s'en vouloir de ne pas avoir eu telle réaction à tel moment. Il ne faut pas en culpabiliser, sur la durée, parce qu'on peut vite se renfermer sur soi-même. Ressentir de la honte, alors que la personne qui devrait avoir honte, c'est celle qui a créé ce malaise. Et je pense que c'est important de ne pas se laisser atteindre par ce que peuvent penser les gens. La plupart des gens s'en foutent. Ils n'ont même pas d'empathie. Ils pensent comprendre, mais je suis convaincue qu'on ne peut vraiment comprendre quelqu'un que si on vit la même chose, ou quelque chose de similaire. Je sais qu'on est beaucoup sur podcast à avoir des soucis de santé, ou à avoir un membre de sa famille souffrant. Et qu'on se retrouve sur ce même sujet, ça aide sur le fait qu'on se comprenne, les uns les autres. Et c'est quelque chose dont je suis assez fière, car c'est un sentiment que j'ai cherché auprès de mes proches toute ma vie. Et c'est pas évident d'être dans ce même état d'esprit. Évidemment, il y a tout le personnel médical qui peut nous comprendre, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'un médecin ne comprendra jamais parfaitement. En tout cas, comme on l'aimerait. Et ça se ressent beaucoup. Bref, tout ça pour dire que c'est important de s'écouter soi-même et d'essayer d'être le moins possible impacté par le jugement des autres. C'est quelque chose dont il faut se nourrir pour se battre et pour prouver à ces personnes qu'ils se trompent et qu'ils ou elles ne nous connaissent pas vraiment. C'est facile à dire comme ça, je sais. C'est un exercice à faire sur soi qui prend du temps. Je sais qu'en étant malade et souvent fatiguée, j'ai du mal à prendre sur moi. Je sais qu'on peut aussi vite m'atteindre psychologiquement. J'ai toujours des moments de faiblesse, comme tout le monde. Mais vous allez constater à travers mes anecdotes que j'ai réussi à faire de ces moments de faiblesse une force, que j'ai de plus en plus de facilité à exprimer aux autres. Dernièrement, je suis retournée à l'hôpital pour faire un tas d'examens, et en arrivant, j'ai mis 30 minutes avant de trouver une place. Ayant la carte de stationnement, handicapée, la plupart du temps, j'arrive à trouver une place. Mais là, impossible. J'ai réussi à en trouver une beaucoup plus loin que prévu. J'ai de plus en plus de mal pour me déplacer, donc j'étais vraiment dépitée. Et en arrivant, j'ai expliqué à une nouvelle infirmière que je m'étais garée sur une place handicapée.
Et là, elle m'a regardée avec des gros yeux en mode choqué. Des yeux remplis de jugement, très clairement, alors que c'est marqué dans mon dossier que j'ai la muco. Elle sait que je viens pour cette pathologie. Et la muco, c'est considéré comme un handicap, pour ceux qui en doutent encore. Et le service où je suis suivie, c'est vraiment l'espace dédié à cette pathologie. Donc j'ai été surprise que l'infirmière du service ne sache pas ça. Et donc je lui ai répondu « Ah mais si, j'ai la carte !» Et là, elle ne savait plus trop où se mettre. C'est ok de ne pas savoir ou de ne pas se rappeler. Mais je vous avoue que ça me met mal quand ça m'arrive, parce qu'on te juge sans que t'aies rien demandé. Ce genre de malentendus, j'en ai eu plein. Je ne pourrais pas tous les citer. Même si ce n'est pas forcément méchant, ça te rappelle qu'il y a un fossé entre les personnes valides et les personnes invalides. Et ça te met mal à l'aise. Il y a une anecdote que j'ai jamais racontée, je crois, sur le podcast, par rapport au jugement de mes proches. Comme je l'ai déjà dit, malgré la maladie, j'ai réussi à terminer mes études. Et j'en suis vraiment reconnaissante, car vers la fin, c'était vraiment compliqué pour moi. Au final, j'ai eu mes diplômes, mais j'ai pas forcément pu continuer plus loin niveau études par la suite. Je n'ai pas forcément pu me professionnaliser, comme je l'aurais espéré, par manque de moyens, et aussi à cause de ma santé. Et ça, j'ai pas mal d'amis qui avaient beaucoup de mal. Après mes études en audiovisuel, j'ai voulu me mettre à la photographie, et je faisais aussi pas mal de photographies de rue. Ça m'est arrivé de poster des stories en pleine semaine de mes shootings, et ça ne passait pas trop. Parce que pendant que certains se tuaient aux études ou au taf, eh bien voir mes stories de mes shootings dans la rue, de moi qui me baladais prendre des gens en photo, ça les laissait croire que je ne faisais rien de ma vie, que je profitais de mes aides pour faire ce que je voulais. Alors qu'en réalité, faire de la photo, ça m'aidait à oublier que je souffrais. Ça m'aidait à oublier que je devais contrôler chaque inspiration, chaque expiration, pour réussir à respirer normalement. C'était une thérapie dont je souhaitais faire mon métier. Donc je testais plein de choses à cette époque. Et à la suite de ces stories, s'en est suivi une grosse dispute, où clairement j'ai été insultée de profiteuse, de menteuse, car j'étais soi-disant capable de mener une vie entre guillemets normale. La personne en question m'a balancé toute sa haine envers les personnes qui touchent des aides de l'État. Je devais être reconnaissante de pouvoir subvenir à mes besoins, car c'était lui qui travaillait pour moi. Je vous passe le reste, vous connaissez le speech, mais voilà à quel genre de personne j'avais affaire. À savoir qu'on avait plus ou moins grandi ensemble, je connaissais bien sa famille, il n'y avait jamais eu de soucis à part ça, donc ouais, ça m'a choquée. Je me suis sentie coupable car c'était la première fois qu'une personne me faisait ce discours personnellement. C'était une personne qui me tenait à cœur, je comprenais pas toute sa haine d'un coup. Et donc j'ai répondu comme j'ai pu. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, et puis juste après je l'ai bloqué. De partout. Par peur des répercussions. 6 ans plus tard, je me retrouve en incapacité à exercer. Mon rêve de faire de la photographie de mon métier est un peu compromis. Je ne sais pas si un jour ça sera réalisable, même si je le souhaite. Donc repenser à cette dispute, ça me fait vraiment sourire. Avec cette personne, on s'est recroisés plusieurs fois. Il y a eu des regards échangés, mais sans rien derrière. Aucune excuse, mais surtout aucune envie d'essayer de rattraper les choses. Et je vous avoue, une fois que cette personne m'a dit le fond de sa pensée, je ne m'attendais plus à rien de sa part. Ça m'attriste toujours un peu, mais je sais que je ne mérite pas ça. Et que cette haine n'était pas contre moi personnellement, mais contre la société en général. Malheureusement, c'est moi qui ai pris, et c'est comme ça. On ne refera pas le monde. Ce qui est fait est fait. Je ne sais pas si cette personne s'en veut. Au vu des regards qu'elle m'a échangés, je ne pense pas. Mais ça ne m'atteint plus. Et maintenant, j'essaie de m'éloigner un maximum de ce genre de personnes, parce que ces personnes remplies de préjugés ne pourront rien t'apporter à part du négatif. Déjà que c'est pas facile à vivre avec un handicap, on n'a souvent pas confiance en nous, donc on n'a pas besoin de ces personnes qui nous rabaissent pour se sentir bien. C'est un gros red flag. Couper les ponts, c'est jamais facile, mais c'est parfois nécessaire. C'est déjà assez difficile à vivre au quotidien, on n'a pas besoin de tous ces jugements. Si vous souhaitez écouter d'autres anecdotes concernant mon handicap, je vous conseille d'aller écouter l'épisode Vivre avec un handicap invisible, où vraiment dans cet épisode je raconte vraiment des anecdotes très percutantes. Par exemple, je raconte une anecdote quand je suis allée au parc Astérix, où j'ai clairement reçu du jugement de la part d'autres personnes dans les files d'attente. Voilà, je raconte plein d'anecdotes, donc si jamais ça vous intéresse, je préfère laisser la parole à d'autres personnes dans cet épisode. Mais n'hésitez pas,
ils sont toujours disponibles. Je vous laisse ici avec le témoignage des participants. Bonne écoute. Je m'appelle Lara, j'ai 23 ans. Et il faut savoir déjà que je suis atteinte de la maladie des os de verre au premier stade. C'est-à-dire que dans le malheur que j'ai pas beaucoup de fractures et physiquement, en tout cas, ça se voit pas. Si t'es pas médecin, radiologue ou quoi que ce soit en spécialité, ça se voit pas que j'ai la maladie des os de verre. Il faut savoir qu'en primaire, j'avais pas le droit d'aller en cours de récréation parce que les profs, enfin les enseignants avaient trop peur que je tombe et que je me casse quelque chose. Du coup, j'avais seulement tout le préau pour moi. C'est-à-dire que personne n'avait le droit d'aller sous le préau, à part quand il pleuvait, bien sûr. Mais moi, j'avais l'obligation de rester sous le préau. J'avais le droit de choisir 2-3 amis grand max. J'avais pas le droit de sortir de sous ce préau-là. Un jour, avec une de mes amies, on se dispute, tu sais, comme une dispute de primaire, quoi. Pleine dispute à la fin, puisque je suppose qu'elle avait plus d'arguments ou je sais plus trop quoi. Elle me sort dans le plus grand des calmes. De toute façon, tu n'es qu'une grosse menteuse. Ta maladie, ça se voit pas, donc c'est obligé en fait que tu mens. Tu fais tout ça juste pour pour jouer ton intéressante et pour que tout le monde t'aime et pour que tout le monde ait pitié de toi. Alors que moi, je vois très bien dans ton jeu que t'es qu'une grosse menteuse, que t'es qu'une grosse manipulatrice, etc., etc. Un peu choquée parce que non, je suis pas une menteuse, tu vois, j'ai une maladie qui s'appelle la maladie des os de verre. Oui, je sais, ça se voit pas. Oui, je sais, c'est invisible, voilà. Mais je sais que je l'ai, tu vois. On m'a pas raconté des salades pendant que j'étais petite et puis j'ai eu 25 000 rendez-vous chez le médecin, donc je pense pas que ça soit pour rien. Mais bon, tu sais, je suis un peu énervée, mais bon, je laisse couler. Et puis, je laisse couler des années, des années, des années. Et puis, un jour, il y a une de mes amies, on était beaucoup plus grande, enfin, c'est pas la même amie, mais beaucoup plus grande, qui me dit pas la même chose, tu vois, mais qui me fait comprendre que, bon, de toute façon, je veux jamais rien faire. Je sors comme excuse que j'ai cette fameuse maladie des os de verre, mais que j'ai jamais rien prouvé, j'ai jamais rien raconté, alors que bien évidemment, j'ai raconté toute mon histoire avec cette maladie, mes fractures, etc., etc. Mais pour cette personne-là, c'était normal, vu comment j'étais tombée, que je m'étais fracturé quelque chose. Il n'y avait rien d'anormal ou de bizarre. Donc on s'est très fortement disputé parce que du coup tu prends du caractère, tu prends de l'âge. Et ça m'a rappelé justement cette petite histoire, cette petite dispute que j'avais eue avec une de mes amies en primaire. Et ça m'a dérangée parce que ça veut dire que si t'es pas en fauteuil roulant, si t'es pas en béquille, si t'es pas en... Enfin, peu importe, si t'as pas quelque chose de physique qui se voit que du fait que tu es handicapé, t'es pas du tout pris au sérieux, t'es pris comme une grosse mytho ou un gros mytho, et puis tu te fais super mal juger. Donc comment tu fais après qu'on se construise alors que déjà les gens n'arrivent pas à nous gérer? Comment tu veux que nous on arrive déjà à gérer notre handicap si les gens n'arrivent pas à le comprendre et à le gérer d'eux-mêmes? Après, avec le temps, donc du coup, on a repris contact avec cette première personne. Et quand je lui ai raconté cette histoire, elle se souvenait pas de ce qu'elle avait dit. Mais elle s'est excusée 1000 fois parce que ça lui ressemble plus. Elle, entre-temps, tu vois, elle a appris qu'elle avait une maladie. Donc du coup, une maladie invisible pour le coup. Donc du coup, effectivement, elle m'a dit, je suis désolée, mais je sais pas pourquoi j'ai sorti ces conneries-là parce que c'est tellement horrible que elle s'est excusée, quoi. Mais il y a très peu de gens en fait qui s'excusent parce que tant que tu leur prouves pas par A plus B et que mais bon t'as pas que ça à faire de prouver par A plus B à quelqu'un qui veut pas entendre que t'as une pathologie invisible. Mais c'est super compliqué. Le pire dans tout ça, c'est que pour les autres gens, j'ai l'impression qu'ils idéalisent vachement le mot maladie, mais il y a tous les trucs qui vont avec, et je peux vous assurer que c'est pas drôle du tout. Réfléchissez avant de parler, au lieu de nous traiter de menteurs et de menteuses, ou au lieu de mal nous juger, mal nous regarder, quoi que ce soit. Apprenez à nous connaître. Apprenez en fait tout simplement à être humain et à venir vers nous et à vous expliquer comment c'est au lieu de nous juger. Et puis on verra bien. Franchement, ça m'a pas détruit parce que j'étais trop petite pour le comprendre. Mais bon, maintenant, je le comprends beaucoup mieux et c'est super dur pour moi quand j'entends ça, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté et bon podcast. Et puis, salut! Alors moi c'est Virginia, jeune maman en situation de handicap due à une maladie rare rénale invalidante, un syndrome de Bartter. Donc j'ai 37 ans. Ma maladie, donc elle entraîne des complications articulaires, des complications ORL, des troubles du rythme, un épuisement. Et donc je voulais vous partager 2 anecdotes en lien avec mon handicap qui m'ont marquée. Alors une qui n'est pas très récente et ensuite la dernière que j'ai eue.
Il faut savoir que dans les adaptations que j'ai au quotidien, j'ai une CMI priorité en lien avec mon handicap et j'ai aussi une CMI stationnement. Donc, la première anecdote à vous partager, c'était lors d'un déplacement en train. Pour les personnes en situation de handicap, la SNCF a mis en place un dispositif d'assistance donc qui s'appelle Accès Plus, dont on peut bénéficier. Il faut réserver 48 heures avant. Du coup, j'ai voulu tester ce service pour m'aider dans mes déplacements lors d'un voyage. J'ai tenté ce service en 2022. Donc, il faut savoir que moi, mon souci au quotidien, c'est la station debout qui est pénible. Si je reste debout trop longtemps, ça m'aggrave mes douleurs, en gros, pour faire simple, que ce soit mes douleurs musculaires, mes douleurs articulaires. Donc, on rejoint l'agent SNCF qui doit nous accompagner jusqu'au quai et donc me permettre de passer en priorité parce que, comme tout le monde sait, quand on prend un train, au moment du départ, il y a beaucoup de monde. Donc on commence à aller vers le quai, je vois une foule devant nous, donc il faut savoir que, quand on prend le train, dans certaines gares, maintenant ils contrôlent les billets, enfin ça prend un certain temps, il peut y avoir facile, 30-50 personnes devant nous. L'agent SNCF me prend en charge, sachant que j'avais déjà expliqué que j'avais une maladie rénale, que j'étais station debout pénible. Mais voilà, j'ai bien vu à sa réaction en me voyant debout qu'il a dû se demander où était le handicap. Voilà, il était surpris. Voilà, j'ai montré quand même ma CMI, ma carte mobilité inclusion. Je vois cette foule devant nous et puis on attend. Mais quoi, je ne sais pas, je ne comprends pas parce que voilà, moi je suis station debout pénible, j'ai déjà expliqué. Et du coup, je demande pourquoi on ne passe pas en fait. Et l'agent SNCF me répond je ne sais pas pourquoi les gens n'avancent pas. Ok, je croise le regard derrière de mon mari et je le vois inquiet parce que voilà, lui sait que j'attends et que les douleurs vont au mieux augmenter, au pire me relancer une énorme crise articulaire ou même avoir un malaise en fait. Bon, je décide de doubler les gens en fait parce que je sais que je tiendrai pas en fait avec toutes les personnes qui peuvent râler autour et puis l'agent SNCF qui n'explique rien pourquoi je double. Et pourquoi je vous raconte aussi cette anecdote, parce qu'il faut savoir c'est récent, en octobre 2023, le défenseur des droits a estimé, sur d'autres sujets, pas celui-là, que certaines pratiques du fonctionnement Accès Plus sont discriminatoires, et notamment le fait qu'il limite un bagage à 15 kilos pour les personnes en situation de handicap, et donc sur d'autres sujets aussi, parce que il y a des personnes qui ont signalé certaines pratiques. Voilà, donc je voulais vous raconter ça parce que ça a eu un impact forcément sur moi. Ces quelques minutes où j'ai dû attendre debout alors que je faisais appel à un service qui était quand même dédié pour les personnes en situation de handicap, donc clairement j'étais vraiment pas prête à vivre ça. Et maintenant la dernière anecdote que j'ai eue. Donc je revenais aussi d'un voyage, donc là c'était plus récent. Faut savoir que d'habitude, je planifie tout, mais là, j'avais pas eu le temps d'anticiper et donc je me suis retrouvée, dans une grande gare parisienne, aux heures de pointe, enfin il était 19h30. Je n'avais pas de ticket pour rentrer, il fallait que je prenne absolument un ticket de métro. Suivant certains moments, forcément, les bornes automatiques sont très remplies. Il y avait beaucoup de monde qui attendait. Donc, chaque borne automatique, il y avait bien 20 personnes qui attendaient. Et le guichet en lui-même, il y avait aussi beaucoup de monde, plus de 20 personnes qui attendaient. Voilà, impossible pour moi d'attendre aussi longtemps debout sans faire un malaise ou me redéclencher plus de douleur. Donc, je décide de sortir ma carte priorité et évidemment, je ne vais pas affronter une foule de 20 personnes et demander à chacune de ces 20 personnes la priorité parce que sur l'ensemble, il y en a forcément une, voire plusieurs qui vont contester. Donc, je décide d'aller voir directement l'agent de la RATP au guichet. Donc, je vais le voir, je lui montre ma carte et je lui dis voilà, je suis en situation de handicap, comment est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'un ticket. Terminer de s'occuper de quelqu'un et puis il me dit après je m'occupe de vous et sauf que là forcément les personnes derrière grosse colère, c'est inadmissible, voilà bon
j'explique, je suis en situation de handicap, je ne peux pas attendre, et bon, la personne continue, m'insulte, me dit que je suis mal polie, voilà, et donc les conséquences, du coup, j'étais toute seule, c'était dur à affronter, grosse crise de tachycardie pour moi, voilà, plus des douleurs musculaires et un espèce d'épuisement violent qui se déclenche, sachant que j'étais déjà très fatiguée. Voilà, c'était juste insoutenable. Par contre, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la réaction de l'agent de la RATP a été mais vraiment parfaite en fait. Il m'a dit laissez tomber, venez, les écoutez pas. La réaction des autres peut vraiment nous sauver en fait. Enfin, je veux dire, tout changer. Et moi, à partir du moment où l'agent de la RATP a dit mais vous inquiétez pas, venez, je m'occupe de vous. En gros, on s'en moque quoi de ce qu'ils disent, hein, des mécontents. Bah en fait, du coup, ma crise de tachycardie s'est calmée. Voilà, je sentais que le pire était derrière moi. J'avais encore des douleurs musculaires très très fortes. Voilà, clairement, c'était difficile quoi pour moi d'affronter ce moment. Mais voilà quoi, je sentais que j'avais un soutien. Je parle de ça parce que je sais très bien qu'il peut y avoir des personnes sans handicap, valides, qui peuvent nous écouter. Une personne qui n'est pas sensibilisée au handicap et qui a besoin du coup de comprendre ce qu'on peut vivre en fait avec un refus de priorité, ça a vraiment un gros impact sur nos vies. Mais aussi une personne qui elle est sensibilisée et peut vraiment juste intervenir parce que nous on n'a pas la force en fait. Enfin moi clairement quand j'ai un refus de priorité, j'ai pas la force d'aller au conflit avec des personnes parce que voilà quand j'ai une crise de tachycardie qui se relance, non en fait je peux pas voilà même parler, c'est difficile en fait, tout est difficile. Donc voilà, c'était juste ce message que je voulais faire passer. Et après cet événement, j'ai remercié cet agent de la RATP parce que pour moi, ça avait vraiment tout changé. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, un grand-fils de 11 ans et un autre fils de 7 ans qui est porteur d'un handicap visible. Il est en fauteuil roulant et nous avons aussi un chien en tant que famille d'accueil pour l'association Handi Chien. Donc je préforme les chiens qui seront destinés ensuite à accompagner une personne porteur d'un handicap, qu'il soit invisible ou qu'il soit visible. Et alors, ma petite anecdote, c'est j'étais avec des copines, seule sans mes enfants, avec le chien qui avait sa cape et on souhaitait aller au restaurant. Et à l'entrée du restaurant, évidemment, m'informe que les chiens ne sont pas autorisés. À savoir que les chiens d'assistance ont accès à l'ensemble des lieux publics, des restaurants, des transports, et juste certaines pièces dans les hôpitaux où ils ne peuvent pas y être autorisés pour des règles sanitaires, bien évidemment. Notre rôle est aussi de faire de la sensibilisation en tant que famille d'accueil. Donc, je leur explique qu'il s'agit d'un futur chien d'assistance et qu'il a normalement accès, en tout cas la loi le prévoit, à l'ensemble des restaurants, des bars et des lieux publics. Sur quoi le monsieur me regarde et me dit non, 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 je ne veux pas de chien dans mon restaurant. Et d'ailleurs, qui est handicapé ici? Je me sens un peu choquée par cette question, notamment parce que je suis maman d'un petit garçon en situation de handicap visible et que je trouve ça complètement aberrant de demander qui est handicapé, et surtout de cette manière-là. Et donc je lui réponds que tous les handicaps ne sont pas visibles. Et il me répète à nouveau, non mais dites-moi qui est handicapé. Et donc je lui explique que sa question est très déplacée et que 80% des handicaps sont invisibles et que ce chien accompagne une personne avec un handicap invisible et qu'il a le droit et le devoir d'accompagner cette personne-là et que s'il ne le fait pas, il s'expose à 35 000 € d'amende. Ce sur quoi il a accepté de nous laisser rentrer, il nous a mis dans un petit coin. Et je suis ensuite, j'ai dîné avec les copines et je suis ensuite retournée voir toute l'équipe pour les informer de ce qu'était un chien d'assistance, de ce qu'était le handicap invisible et pourquoi je trouvais ça très déplacé de poser cette question en leur expliquant que jamais je n'oserais leur poser une question, savoir s'ils avaient une maladie par exemple que personne ne serait en mesure de voir.
Voilà, je ne sais pas s'ils ont compris, mais en tout cas, ça m'a soulagée de pouvoir leur expliquer, en pensant peut-être dans un petit coin de ma tête que ça pourrait aider quelqu'un par la suite, hein, sensibiliser les gens à cette cause qui est difficile au quotidien pour tout le monde, qu'on soit porteur de handicap visible ou porteur de handicap invisible. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Alors bonjour, moi c'est Amélie. J'ai une maladie chronique qui s'appelle la dermatomyosite à MDA5. Ça fait très alambiqué comme terme, mais c'est une forme de myopathie, une attaque en fait des fibres musculaires dans le corps. Maladie voilà, dont on ne guérit pas et qui, bon, moi du coup se manifeste plutôt sur les membres supérieurs et membres inférieurs, surtout les jambes. J'ai été diagnostiquée en 2019 après 4 ou 5 années d'errance médicale totale. J'ai vu, je pense, tous les spécialistes de Lyon dans toutes disciplines confondues. Donc du coup, moi, au niveau des anecdotes avec des inconnus, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas eu spécialement l'occasion. C'est pas quelque chose que j'évoque. Je pense que tant que c'est invisible, on l'évoque pas. Par contre, sur la sphère proche, familiale, amicale, j'en ai. Alors la première, c'est celle qui a été la plus marquante. J'étais un soir à une terrasse avec 2 amies, enfin 2 bonnes copines, on va dire. Je fais un peu la distinction après ce qui s'est passé entre l'amitié et la copinerie. On était en train de discuter, de parler de nos vies, d'essayer de se comprendre et de se connaître davantage. Et donc on discutait un peu de tout et rien. Et puis c'est vrai que moi j'étais en période de crise, de douleur intense. Il faut savoir que quand on est comme ça, on a tendance à voilà à être moralement épuisé. La douleur, ça fatigue. La gestion de la douleur, c'est compliqué et physiquement, mais pas que, mentalement également. On est irrité, irritable. Voilà. Donc j'essayais tout simplement quand on te demande comment ça va, moi je réponds de manière assez transparente. Donc je lui explique un peu tout ça. Et puis bon, je déroule un peu, je développe. Et la suite, c'est très mal passé. J'y repense en rigolant aujourd'hui, mais ça a été d'une violence, mais inouïe. On discute, puis je sens chez cette copine une sorte d'agacement. Je lis sur son visage une sorte d'agacement. Donc je tends la perche, parce que moi je suis quelqu'un de très sensible et je vois qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce que je dis. En tout cas, qui est pas reçu de manière amicale, quoi, ou tranquille, ou peu importe. Et donc je lui dis, mais voilà, non, je sais pas, je te sens nerveuse. Et là, en fait, elle me répond, mais de manière mais violente. Ouais, enfin, voilà. Moi, j'ai ma cousine qui a un cancer en phase terminale. Elle a perdu ses cheveux, elle a perdu 30 kilos, elle vomit. Elle est mère de 2 enfants qui vont se retrouver tout seuls. Enfin, elle m'a tout dit. Moi, j'étais assez choquée sur le moment. On est mis face à la comparaison, en fait. La comparaison de la maladie, la comparaison de la douleur. Il y a que les gens qui ne sont pas malades qui se permettent de faire ça, en fait. Parce que pour moi, avoir vécu et fréquenté les hôpitaux pendant une année durant, à pas mal de reprises, les urgences, les examens en tout genre, on côtoie d'autres personnes aussi qui ont des maladies chroniques, des maladies auto-immunes. Voilà, on est passé de l'autre côté du miroir et on apprend une chose, c'est que toutes les douleurs se valent en fait. Et qu'à partir du moment où elles existent et qu'elles sont la vérité de quelqu'un, et qu'en aucun cas on met ça sur une échelle de mesure. Et finalement, cette personne, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait une comparaison, niant complètement ma propre douleur et ma propre vérité, ma propre maladie. Et là, pour moi, ça a été très révélateur parce qu'elle a été complètement dans l'idée handicap invisible, handicap visible. C'est-à-dire que on le voit. Globalement, des gens seront plus émus, plus en train à éprouver de la compassion envers des handicaps qui se voient. Et là, on en revient aux cheveux qui tombent, à l'état de malnutrition, à l'état que peut faire un cancer en phase terminale. Et quelle horreur. Jamais j'irai juger ça ou comparer ma maladie pire ou moins. Je pense qu'il y a même pas de comparatif à avoir. Et je ne sais pas si elle s'est rendue compte de ce qu'elle a fait ce jour-là. Ça m'a envoyé une violence. Ça a été terrible. J'en ai pleuré quand je suis rentrée chez moi. J'ai pas voulu l'exposer parce qu'après c'était plus agressif et nerveux comme discussion. Et voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ça remonte à quelques années. C'est vrai que depuis, je crois que j'ai pris l'habitude de ne pas parler de ça en fait. Et que quand je vais mal, je m'exclus. Je reste seule, je donne pas de nouvelles, sauf aux gens qui me connaissent et qui connaissent ma situation et qui la tolèrent, j'ai presque envie de dire, parce qu'il y a ça aussi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une situation très très difficile à vivre. Et vraiment, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Ça ne se voit pas. Donc si ça ne se voit pas, c'est que c'est grave. Je me permets de faire un parallèle, mais extraordinaire pour moi, que je trouve très vrai, entre la violence conjugale physique et verbale. Entre ce qu'on appelle la violence psychologique et la violence physique.
Très nettement, la plupart du temps, les gens iront valider, iront faire preuve de compassion, iront aider une femme qui arrive avec un œil au beurre noir ou des bleus sur tout le corps. À aucun moment, alors certes parce qu'elle est sûrement plus complexe et plus difficile à évaluer, on est bien d'accord, on mettra des mots sur la violence verbale, la violence psychologique, la pression, l'humiliation et toutes ces choses qui peuvent en découler. Et je trouve que dans le handicap, on est exactement dans le même mécanisme humain. Alors on apprend à pardonner les gens, parce que je pense qu'ils ne savent pas. Et c'est vrai que finalement, cette copine, je me dis, elle ne sait pas. Le jour où elle va flipper pour sa santé ou se retrouver dans une situation comparable à la mienne, je pense elle aura plus les outils pour comprendre. Mais voilà, tout simplement pour raconter cette histoire. C'est quelque chose, en tout cas, moi, qui a été très violent pour moi. J'ai jamais pu en reparler avec elle. Ni avec personne d'ailleurs. Je n'en ai pas spécialement parlé, mais en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la réaction de mon entourage. Quand on m'a diagnostiqué ma dermatomyosite en 2019, ça faisait quelques années que j'étais en errance médicale. J'allais voir pas mal de médecins pour essayer de comprendre ce qui se passait et je savais qu'il y avait quelque chose. Quand enfin on m'a dit voilà, c'est une dermatomyosite, c'est une maladie chronique qui atteint les muscles, tout ça, qu'on m'a un peu expliqué les tenants et aboutissants de la maladie. Il y avait un côté où je me suis sentie libérée parce que enfin je pouvais dire non, ce n'était pas dans ma tête, non, je ne suis pas une chochotte. Et j'ai pu dire non, il y avait réellement quelque chose qui m'a affectée, qui m'a bousillé la vie pendant des mois durant, des années durant, parce que à l'époque, des jours où je ne pouvais pas marcher, il y a des jours où je ne pouvais pas lever les bras le matin quand je me réveillais. Et là, ça a été quand même assez libérateur, effectivement, de pouvoir poser un nom dessus. Et en fait, tous ces facteurs-là, les proches le vivent aussi. C'est-à-dire qu'au moment de l'annonce du diagnostic de la maladie, on a un tsunami émotionnel de la part des gens qui nous aiment et qui vont aller du déni à l'extrême prudence. Tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire ça. Au passage, mais non, c'est rien. Il faut juste que tu dormes plus ou que mais j'en ai entendu, que tu dormes plus ou que tu manges mieux ou machin. Mais moi, ce qui m'a particulièrement marqué et choqué, c'est que, passé cette période un peu de bouillonnement émotionnel, les mois qui suivent, la maladie, il y a certains jours où vous la sentez pas, puis il y a des jours où vous la sentez puissance 10, il y a des jours où vous la sentez de manière modérée. Quoi qu'il en soit, la maladie, elle affecte toujours votre quotidien, toujours. Votre humeur, votre potentiel physique, plein de choses. Et ça, mes proches avaient tout oublié après. C'est-à-dire que je me souviens à un certain moment, j'étais sollicitée pour aller au restaurant faire une balade et puis que il se passait que c'était un jour où j'avais tout simplement mal en fait et que je disais non en fait là aujourd'hui je vais rester tranquille et seule en fait et qu'on insistait pour qu'en gros je me mette entre guillemets un coup de pied aux fesses en fait. Et ça c'est dur aussi et je pense intimement que c'est lié aussi au côté invisible en fait. Je suis convaincue que tu te pointes chez quelqu'un, chez tes parents, avec une canne, et on va comprendre que oui, t'as mal en fait. Alors si tu te pointes sans canne, par exemple, sans support, on va se dire bon, écoute, elle a un petit peu mal, prends un Doliprane, parce que j'ai entendu ça aussi, prends un Doliprane. Autant vous dire qu'au stade de la maladie et des douleurs que j'ai, c'est pas le Doliprane qu'il faut. Et je rebondis sur un autre moment qui m'a énormément marqué. J'étais un jour chez mes parents, mon frère était là et j'avais oublié mes médicaments. Et là, j'étais en train de parler, d'un coup, je suis tombée à genoux, en fait. Voilà. J'ai ma jambe droite qui n'a plus voulu tenir. Et mon frère m'a regardé et m'a dit ah ouais, mais c'est à ce point. Et oui, c'est à ce point, en fait. C'est à ce point parce que quand on t'a expliqué les manifestations de ma maladie, c'est pas que des mots, c'est une réalité derrière. Mais encore une fois, la réalité qui ne se voit pas, elle est compliquée à assimiler chez l'autre. Au-delà des mots, si physiquement on ne perçoit pas une douleur, une difficulté, un handicap, eh bien, on est obligé à chaque fois de se justifier ou de réexpliquer, mais toujours avec cette sensation d'un jugement en face qui est de l'ordre de c'est une chochotte. C'est des micro-violences en fait. Mais après, on apprend avec le temps à malheureusement s'exclure dans ce genre de moment pour être seul et au calme et pour pas avoir à être confronté justement à ce genre de réflexion, de vision, de jugement en fait qu'ont les gens face aux maladies qui ne se voient pas. Bonjour, alors moi je m'appelle Camille, j'ai 34 ans. Je suis maman de 2 enfants, un petit garçon de 7 ans, une petite fille de bientôt 3 ans. Et je suis atteinte de plusieurs maladies, dont une maladie orpheline rare qui s'appelle la mastocytose ou le syndrome d'activation mastocytaire. Dans mon cas, on ne sait pas trop encore.
et de l'endométriose, adénomiose, hypertension chronique, maladie rénale, maladie dans le dos, c'est la maladie de Schauermann, spondylarthrite ankylosante, paniculite mésentérique qui est une maladie auto-immune. Enfin bref, beaucoup de problèmes, notamment dans les articulations. J'ai de l'usure des vertèbres. Ce qui est très compliqué dans mon cas, c'est le quotidien. J'ai perdu mon travail récemment, il y a quelques mois, parce que la maladie a pris le dessus. Donc là, je travaille de la maison pour essayer de m'en sortir. C'est vrai que quand on perd son travail, le regard des autres est compliqué parce que quand on me voit comme ça, on ne dirait pas que je suis malade ou que j'ai quelque chose. Je rigole, j'ai beaucoup d'humour, je suis toujours en train d'essayer d'être active. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où ça commence à être fatigant. Voilà, donc oui, le regard des gens est compliqué. Je n'ai le droit à aucune aide. Dans mon cas, je n'ai pas le droit à la carte pour me garer plus près, la carte de personne handicapée. Je n'ai droit à aucune ALD, donc je suis en train de changer de médecin traitant, tout ça, pour essayer d'avoir des aides, parce que j'ai droit à rien, malgré tout ce que j'ai. Quand vous allez voir les médecins, c'est un peu compliqué aussi, parce que quand j'explique ce que j'ai, donc j'ai un petit papier où j'ai tout noté, parce que il y a des fois j'oublie, tellement qu'il y a de choses. Oui, c'est sûr que des fois on me dit, mais c'est pas possible, vous avez vu tout ce que vous avez. Oui, je sais, j'en suis consciente. Mais comment vous faites et tout, je fais comme je peux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais me sentir très très bien, en pleine forme, et il y a des jours où je vais être très très fatiguée et je vais être incapable de faire quoi que ce soit, comme depuis hier, par exemple. Je suis très très fatiguée et j'ai du mal à tenir mes journées. L'anecdote, moi, qui m'a vraiment choquée, ça a été quand j'ai amené mon papier à un médecin de la douleur. Voilà, c'est un médecin spécialisé qui est censé vous aider. Je lui ai amené mon papier, je lui ai montré, il m'a pris le papier, il me l'a jeté devant et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tout ça? Vous avez trop de choses, madame, je ne peux rien faire. Je peux soigner qu'une douleur, mais pas tout. Ok, donc en fait, ma solution, c'est quoi? Je continue à me bourrer de cachets et j'essaye de m'en sortir par moi-même. Il n'y a aucune solution. Bon, dans mon cas de l'endométriose et de l'adénomiose, donc c'est dans l'utérus et hors de l'utérus. J'ai des douleurs au ventre d'un autre monde. J'ai des crampes, je suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai mal de partout. Ah oui, c'est pour dire quoi? T'as encore tes règles, oh, ça va, c'est bon. Oui, ça va, c'est bon. Quand t'as 4 jours de règles, ça va. Mais quand tu as, dans mon cas, des fois plus d'un mois de règles d'affilée qui ne s'arrêtent pas, c'est compliqué. Après, oui, la famille, c'est compliqué aussi. J'ai des membres de ma famille, voilà, qui oui, t'es pas handicapé, c'est pas possible, et t'as toujours un problème, et nanana. C'est facile, de critiquer de l'extérieur quand on n'a pas. Mais quand on a les choses, après, on se rend compte que oui, c'est compliqué. Et c'est compliqué de vivre avec. J'ai des chutes de tension actuellement. Dernièrement, j'étais à 7,5, 9, entre 7,5 et 9 de tension. Je vous jure qu'à 7,5, j'ai pas réussi à placer 2 mots, j'arrivais pas à parler. Et je croyais que je faisais un AVC, J'étais vraiment pas bien. Donc voilà, c'est sûr que quand on n'a pas tout ça, on peut pas se mettre à la place des gens. Moi, dans mon cas, j'ai aucune aide. C'est très compliqué, donc j'essaie de me débrouiller par moi-même. Moi, je sais, j'ai postulé à des offres d'emploi. Franchement, si je mets RQTH, donc reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, j'ai la RQTH pendant 10 ans, j'ai eu aucun appel. Voilà, c'est triste. Alors qu'on vous dit tous, oui, mais vous inquiétez pas, même les personnes en situation de handicap, on les aide. Ouais, d'accord. Moi, en RQTH, en tant que manager de magasin, on m'aide pas. Voilà, quand j'ai enlevé mon RQTH et que j'ai postulé à des offres d'emploi, ah là, oui, là, j'ai eu des appels, oui. Mais comme quoi? Comme vendeuse. Alors, qu'est-ce que je fais? J'explique que j'ai un problème de santé, je peux pas porter de charge lourde, je peux pas tout ça. Donc, ils vont me dire, oui, ma cocotte, toi, c'est pas pour toi. Ou je dis rien, je fais, et après, au bout d'un moment, je dis, bon, j'en peux plus, je retourne voir la médecine du travail. Enfin, non, c'est pas possible. C'est quelque chose qui n'est pas faisable pour moi, parce que je suis quelqu'un d'honnête et je peux pas vivre comme ça, et je peux pas être comme ça vis-à-vis de mon futur employeur. Donc, c'est pas possible. Donc, on se sent vraiment délaissé, et on a un regard des autres, on dirait qu'on fait pitié, en fait. Qu'on est là à essayer de gratter, mais non, on essaye juste d'essayer de s'en sortir. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Moi. Si vous vivez mal les remarques de vos proches ou d'inconnus, si vous sentez que vous avez du mal à être écouté, à être compris, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé. Ils sont là pour ça. Dernièrement, j'ai été consulter une psychologue. Ça faisait des années que je cherchais un spécialiste qui puisse convenir à mes attentes. J'avais un peu passé l'éponge parce que les derniers que j'avais vus m'avaient déçue. Et là, contre toute attente, j'ai vraiment trouvé une personne qui me correspond vraiment. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Donc vraiment, n'hésitez pas.
J'espère que cet épisode vous aura été utile, vous aura plu. Encore merci aux participants. C'est très courageux d'avoir pris la parole sur ce sujet. Si ça vous intéresse de participer au prochain épisode, je fais souvent des appels à témoins afin d'ajouter vos témoignages au podcast. C'est important pour moi de libérer votre parole, car votre parole est tout aussi importante que la mienne. Et n'oubliez pas que vous êtes tout autant légitime, même si vous n'avez pas vécu tous les mêmes choses. En attendant la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à suivre la chaîne et le podcast. Vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify, ça aide à ce que celui-ci soit proposé à de nouvelles personnes. Et puis n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. À très vite. Bisous!